Bonjour Isabelle de Courtivron, merci de nous recevoir chez vous. Confinement, enfin il faut dire que cet enregistrement se fait le 11 mai, donc premier jour du déconfinement, mais nous continuons à communiquer à distance évidemment. Ici dans le Haut-Rhin, en Alsace, vous à Paris, je crois que vous nous recevez dans le Marais, votre quartier parisien. Tout à fait. Tout à fait. J'attendais votre téléphone et je suis contente de faire votre connaissance. Alors, vous publiez aux éditions de l'Iconoclaste Oui, L'été où je suis devenue vieille, un voilà. titre un peu provoquant et étrange. Euh, je vais vous demander, évidemment, la première question, c'est quel a été cet été? Quand, comment, pourquoi Oui, alors j'ai perdu un peu la notion du temps, mais ça devait être l'été dernier. Tant que le... Oui, c'était l'été dernier, il n'y a pas longtemps. Donc 73 ans. Et c'était, oh là là, vous ne me voyez plus, là, moi je vous vois. Parfait, tout est très bien. Bon, donc je continue parce que moi je me Tout vois. va très bien. Oh, euh, c'était le mois d'hiver, janvier, et tous les janvier, j'ai toujours depuis des décennies des horribles pneumonies, et je suis très 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 malade. Et cette fois-ci, j'ai été un peu plus vite, et donc je devais partir au Chili à Santiago, et j'étais tellement malade que j'ai dû tout annuler au dernier moment. Et c'était les vacances, tout le monde était parti, j'étais toute seule, j'étais malade, j'avais renoncé à mon voyage annuel vers le soleil et j'ai eu un coup de déprime inimaginable. Et à ce moment-là, je me suis dit un peu comme mon dernier chapitre, je me suis dit, bon, bah, ça suffit maintenant. Et puis, les choses me sont venues à la tête, dans mon esprit, dans ma mémoire, et j'arrivais à me traîner jusqu'à mon ordinateur. Et puis ça venait comme ça, des fragments, des petits mélanges, des petits souvenirs, etc. Bon, Mais, mais, mais je vous coupe parce que vous dites un coup de déprime oui, et qui aurait tout fait basculer. Mais oui. je ne révèle rien, vous le dites dans votre livre. La dépression a été, si j'ose dire, votre compagne toute votre vie. Alors, qu'est-ce que ce coup de déprime avait de différent des autres? C'est une bonne question. Écoutez, je ne sais pas, parce que comme j'étais complètement isolée et qu'il y avait plein de... C'était comme j'étais tout d'un coup assaillie par des regrets, des souvenirs, des choses enfin, des moments qui avaient été très durs pour moi. Ça remontait et je pouvais pas trouver, alors que d'habitude, c'est moins difficile, mais là, c'était particulièrement aigu. Et Est-ce que c'est possible parce que pour la première fois, vous êtes sentie fragile? Vous avez toujours été une femme dans la résistance, dans le combat, dans le militantisme, on y reviendra évidemment, et tout à coup, vous vous êtes sentie fragile, presque apeurée. c'est-à-dire que c'est vrai, vous avez absolument raison. Tout d'un coup, je me suis dit, bon, je suis toute seule. Si je meurs ce soir, il n'y aura personne pour me trouver. Qu'est-ce que je vais faire avec mon chien? Enfin, à la fois, j'avais envie de tout arrêter, mais je me disais, voilà, tu en es arrivé là, tu es toute seule, tu as fait des choix dans ta vie, tu les assumes, mais voilà où tu en es, donc il faut que tu acceptes, et plutôt que de te plaindre, de gémir, bon ben, voilà, tu te dis que j'ai 73 ans, maintenant, de toute façon, ça suffit. Donc, c'était vraiment, j'ai été un peu assaillie et tout d'un coup, je me suis retrouvée pour la première fois dans une véritable solitude et je me suis dit, plus je vieillis, plus je serai malade, plus j'aurai du mal à être seule, plus je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Donc, ça s'est enchaîné. Alors il y a quelque chose, c'est vous dites l'été où je suis devenue vieille, mais Oui, vous n'écrivez pas l'été où j'ai accepté de devenir vieille. je n'ai pas encore accepté. Non, Dites-moi. non, non. Ce que je veux dire, c'est que ça a commencé, les symptômes ont commencé l'été juste avant que j'ai cette crise. Et je crois que c'était la cataracte, vous voyez. Hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a
abasourdie alors que j'avais eu beaucoup d'autres problèmes. Mais la cataracte, c'était tellement, comment dirais-je, symbolique. Et donc, ça a duré pendant tout l'automne. Bon, l'opération, c'est et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur la vieillesse. Et je pense que donc, je suis vue venir depuis l'été précédent, donc 5-6 mois avant, et de voir chaque étape et de commencer à regarder autour de moi et de voir toutes les choses qui me faisaient me rendre compte que j'étais dans le basculement. Alors, vous m'offrez une transition toute trouvée en parlant d'étapes, puisque je vais vous prendre une citation de la page 129 et on va la découper. Oh là là. On va y aller étape par étape. Mais je la prends, je vous lis. Ne vous inquiétez pas. Alors, à 20 ans, nous parlions d'amour, à 30 de travail, à 40 d'incompréhension face aux ados et de difficultés de couple, à 50 ans, nous parlions lifting, et à 60, retraite et projets, voyage, bénévolat, yoga, et aujourd'hui, 3 petits points. Alors, on va reprendre puisque vous reprenez également ces étapes dans votre livre. Alors, à 20 ans, alors vous, vos 20 ans, les années 60, le Flower Power. Racontez-nous, où étiez-vous? Où étiez-vous à ce moment-là? Alors, j'ai vécu toute ma vie, littéralement, aux États-Unis, depuis l'âge de 12 ans, avec des petites excursions par-ci, par-là, ailleurs, parce que mon père était diplomate. Mais il est arrivé un moment où, vers 20 ans, j'ai dû décider est-ce que je suis française, est-ce que je suis américaine? Et j'avais suivi un high school américain, lycée français, j'ai essayé de... Bon, enfin bref. Et je me suis dit, non, vraiment, le système français d'éducation, je ne supporte pas. C'est trop coincé, c'est trop restreint, c'est trop cadré. Et donc, je suis partie aux États-Unis. On m'a offert une très belle bourse. Et je suis partie, on m'a offert une bourse dans un endroit dans le Maine qui s'appelait Waterville. Je n'ai pas vu sur la carte. Et je me suis dit, parfait, je pars. Et donc, j'ai atterri là et c'était en plein, c'était 68, je crois, et c'était en plein dans ce qui se passe aux États-Unis à ce moment-là. Donc, j'ai été complètement prise pendant des années dans le mouvement qui était surtout anti-Vietnam. Anti-Vietnam, vous parlez aussi d'une sexualité extrêmement épanouie, de cohabitation, de drogue légère, hein, dans votre cas. Voilà. Tout ce mythe du Flower Power. Une révolte contre la génération de nos parents très traditionnels, des mères qui avaient beaucoup souffert parce qu'elles étaient des mères, alors qu'il y en a certaines qui auraient peut-être même pas eu des mères, mais il n'y avait pas d'autre chose. Qui n'avaient pas beaucoup travaillé en général, qui avaient élevé des enfants d'une façon très conformiste. Et tout d'un coup, on se rendait compte que tout ça, c'était sinon des mensonges, au moins des mythes, et que ça c'était le vrai confinement, que ça nous étouffait. Oui. Et la révolte contre le Vietnam s'est associée, enfin c'était quelque chose de... Je crois que personne n'a jamais ressenti quelque chose aussi profondément. Et les Américains ne s'en sont pas encore vraiment remis. Vous savez, c'était une époque vraiment charnière. Mais associé à ça, il y a eu le mouvement féministe, il y a eu le mouvement Black Power, il y a eu le mouvement gay, il y a eu le mouvement anticolonialiste. Enfin, tout ça, ça s'est amalgamé et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était devant quelque chose qui voulait changer toute la société. Et donc, la guerre a été le catalyseur et ensuite, tout s'est ajouté à ça. Est-ce que vous avez fait le voyage à Katmandou, par exemple? Ah non, j'ai fait le tour du monde. Ah. Mais ça, c'était parce qu'on faisait ça avant. Non, ce que j'ai fait, c'est que ensuite, je ne suis pas partie tout de suite. J'ai fini d'abord mon doctorat. Je ne sais pas pourquoi. En littérature. Hein. En littérature, mais le doctorat, c'était encore ces années-là où il se passait énormément de choses sur le campus. J'étais à Brown à l'époque. Et comme il y avait énormément de choses qui se passaient sur le campus, on était tout le temps, on faisait des grèves, puis il y avait plein de réunions de féministes, donc on n'avait pas envie de partir. Une fois que j'ai terminé ma thèse de PhD,
je me suis dit, maintenant, je ne veux pas devenir un universitaire en milieu, derrière, lisant mes notes avec des étudiants qui s'emmerdent, etc. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Et je suis partie et j'ai voyagé pendant 2 ans. Pieds nus, Beaucoup pieds nus. puisque vous le notez hein, dans votre livre, que Oh, vous étiez beaucoup pieds nus. je ne sais vraiment pas pourquoi vous étiez pieds nus, j'arrive pas. Je me souviens de beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Donc, je suis partie et partout où je suis partie à l'étranger, je n'avais pas d'argent. J'allais, par exemple, à un moment, je voulais aller dans un kibbutz, obsédée par voir ce qui se passait dans le kibbutz, parce que c'était un modèle pour nous. Donc, je suis arrivée, j'ai essayé d'y aller d'une façon officielle, en demandant à l'ambassade, etc. Ils m'ont dit, oh non, 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 des gens comme vous, on n'en veut pas, vous faites ça comme ça, c'est pas sérieux. Bon. Alors, j'ai pris un avion, puis j'ai atterri à Tel Aviv. Et puis j'ai dit au type là, j'ai dit, ben voilà, j'arrive, je vais aller dans un kibbutz. Ni une ni deux, je me suis retrouvée dans un kibbutz. Oh bah, formidable. C'était inattendu. Et j'ai passé plusieurs semaines là, ou plusieurs mois plutôt, et je cueillais des poires à 3 heures du matin. Mais c'était plein de jeunes qui venaient de partout pour les mêmes raisons. Et donc, je n'avais pas besoin de dépenser d'argent. Ensuite, je crois que je suis partie au Japon. Et là, Alors, je voulais juste vous arrêter parce qu'à un moment, vous écrivez que vous avez quand même pris des risques en vous retournant sur ces années. Vous avez eu 3 fois, vous racontez 3 épisodes qui auraient vraiment pu briser votre existence et vous vous demandez, mais vous étiez inconsciente. j'étais. Vous savez, d'abord, j'étais seule, je voyageais comme une femme, seule, qui avait donc 26 ans. Et oui, mais vous savez, à cette époque, c'est idiot à dire parce qu'à cette époque, ça ne veut rien dire. Mais c'était pas un problème. C'était pas un problème. Et ça aurait pu l'être. Oui, évidemment. Ah oui. Alors, je continue, je tire le fil à 30 ans. Alors, vraiment, l'ironie de l'histoire, vous ne vouliez pas, vous êtes parti parce que vous ne vouliez pas être une universitaire avec ses notes et tout ça. Et puisqu'on est dans le chapitre travail, vous devenez une universitaire. Alors c'est un peu étrange, c'est un peu paradoxal. On reparlera des paradoxes parce que vous êtes un paradoxe vivant, mais vous devenez universitaire, mais alors pas comme les autres. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment le choix parce que je ne savais pas. J'avais passé ma vie à lire des livres, d'abord. On m'a offert des postes sans même que j'interviewe, parce que j'ai eu tout de suite des recommandations partout. Je ne sais pas comment ça s'est fait. C'était très facile à l'époque, hein, c'est pas comme ça aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai presque 30 ans, je ne peux plus continuer à être une hippie à 30 ans, c'est vraiment lamentable, pathétique, une vieille hippie, il n'y a rien de pire. Donc il faut que je trouve, là je ne peux pas continuer à aller d'endroit à endroit, d'hôtel à hôtel, de voyage en voyage. Il faut vraiment que je gagne un peu mon argent. Et il n'y avait aucune autre possibilité pour moi. J'avais un doctorat pour une universitaire littéraire aux États-Unis. Donc, c'était la seule chose que je pouvais vraiment faire à l'époque. Mais pas comme les autres, je répète. Vous ne vouliez pas enseigner traditionnellement. Ah non, mais ça, je ne l'ai jamais fait. Et je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé enseigner aux États-Unis, parce que on m'a toujours, et ça c'est le côté sympathique des États-Unis, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans cette culture, mais il y a aussi des choses qui sont formidables. Et c'est mais vraiment carte blanche pour enseigner comme je voulais, quand je voulais. J'aurais été, par exemple, j'ai eu la chance d'être au MIT, au bout d'un moment, au bout de plusieurs autres. Si j'avais été à Harvard, ce que j'aurais jamais voulu être, enfin j'ai enseigné un peu là, mais pas beaucoup, je n'aimais pas du tout, j'aurais été mise dans une catégorie, c'est-à-dire 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle. Ça paraissait aberrant. Et j'aimais la littérature, et puis je ne voulais pas enseigner pour créer des futurs professeurs de littérature dont la société n'avait déjà pas besoin et on a encore moins besoin maintenant. Mais je voulais vraiment communiquer
mon goût de la vie, de la littérature, des paradoxes, comme vous dites. Et je suis entrée dans une université qui m'a laissé le champ complètement libre pendant 30 ans. Et donc, j'ai changé de cours chaque année, j'ai créé de nouveaux cours, je me suis recyclée je ne sais pas combien de fois, j'ai écrit des choses différentes sur des sujets Donc, différents. très concrètement, votre manière d'enseigner, c'était dans le dialogue. Enfin, ce n'était pas du tout le cours magistral. Ah non, ah non, 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 non. Ça, le cours magistral, je sais, j'ai des amis qui font des cours magistral, j'aurais jamais pu, parce que je trouve que d'abord, on ne sait pas qui sont les étudiants. Ils sont tous derrière leurs ordinateurs, ils ne vous écoutent pas, vous ne connaissez pas leur nom. Aux États-Unis, il y a un rapport très différent avec les étudiants. On peut aussi bien dire après, allez, on va boire un verre ou on s'écrit. Enfin, on a l'impression d'aider les jeunes à vivre aussi bien qu'à apprendre. Et c'est ce côté-là qui m'a toujours. Alors, il y a certains endroits, vous touchez votre micro ou quand vous tapez votre table, je ne sais pas où est votre micro. Du coup, on n'a plus de son. Moi non plus. Ah si, c'est bon. Oui, mieux. Oui. Bon, ben, je vais mettre chez donc. Voilà, parfait. C'est mieux, voilà, très bien. Alors, à 40 ans, donc, vous dites à 40 ans, face aux ados et difficultés de couple, enfin, à 40 ans, vous vous retrouvez en quelque sorte, vos amis avec qui vous avez fait toutes ces folies dans votre jeunesse, vos amis se casent, ont des enfants et vous vous trouvez pour la première fois en décalage. C'est-à-dire, on imagine une réception à un barbecue, je ne sais pas quoi, et tout le monde vous parle de leurs gosses, quoi, les gosses, et ça prend une dimension que évidemment vous ne comprenez pas, et vous vous sentez un peu marginalisé, isolé. Eh ben, c'est-à-dire que j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à l'âge de 37 ou 38 ans, je me suis dit, bon, ben d'accord, tu as 37, 38, il faut au moins être marié une fois dans sa vie. Il faut au moins être marié une fois dans sa vie, parce que bon, car si on n'est pas marié au moins une fois dans sa vie. Donc j'ai un compagnon à l'époque, et bon, après tout, pourquoi pas. Donc, je me suis quand même mariée comme les amis. Mais ce que je savais sans aucune hésitation, c'est que je ne voulais pas avoir d'enfant. Donc ça a toujours été, ça n'a jamais posé problème pour moi. Et donc, comme je le dis dans le livre, mes amis ont tous eu des enfants qui étaient petits. À l'époque, elles travaillaient toutes, donc c'était un peu le chaos total. Et à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, il fallait absolument qu'elles mettent un de leurs gosses au téléphone pour me faire la conversation. Enfin, c'était un cauchemar. Et je les ai retrouvés quand les enfants ont commencé à être un peu plus âgés. Voilà. Oh, avec un bémol, parce que vos amis sont devenus grand-mères et vous dites que c'est encore pire. Ça recommence. Ça recommence. Toutes ces dernières années, ça a été vraiment l'hécatombe. Et elles sont, c'est drôle parce que pour la plupart, bon, ça ne les empêche pas de continuer. La plupart sont des écrivaines, des universitaires. Il y en a certaines, même celles qui sont à la retraite, sont très, très actives intellectuellement. Mais il y a quelque chose avec les petits-enfants qui n'existait pas vraiment avec les enfants. Et alors, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est soit parce que quand elles avaient des enfants, elles étaient tellement prises par autre chose qu'elles n'ont peut-être pas été des mères impeccables, ou parce qu'elles ont plus de temps malgré le fait qu'elles sont très très occupées, ou c'est parce qu'elles se sont rapprochées de leurs enfants qui vieillissaient, donc leurs petits-enfants leur rappellent la lignée. Enfin, il y a quelque chose avec les grands-mères qui a vraiment transformé la façon dont elles voient le monde. Et comme je le dis, je ne regrette pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis un petit peu envieuse quand même. 50 ans, alors vous parlez lifting. Alors ça, c'est très original. Je pense que c'est votre part américaine, parce qu'en France, il faut surtout don't tell, hein, n'en parlez pas. Alors oui, vous défendez totalement la chirurgie esthétique. Absolument, parce que je ne vois pas le problème. C'est-à-dire que si c'est d'abord, il faut qu'on ait envie de faire ça pour soi, d'abord. Je ne suis pas Jane Fonda, je viens de lire un article comme quoi elle a arrêté ses liftings à l'âge de 82 ans. Bon, d'accord, mais enfin,
J'étais pas du tout, j'étais pas une starlette au cinéma, etc. Donc, le premier, j'avais 49 ans, et c'est quand j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, je me suis dit, il me faut. Et je me suis regardée un jour dans la glace et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'es triste et sombre. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais vraiment. Et donc, j'avais une copine qui était professeure à l'université de Miami. Et elle venait de sortir un livre, un très très bon livre qui a fait un tabac, la biographie d'Edith Wharton. Et elle s'était fait faire un lifting par un chirurgien de Miami avant de faire sa tournée. Et elle m'a dit, viens, je te le présente, on va faire ça ensemble. Donc, je suis partie à Miami, je n'étais pas rassurée à l'époque. Je suis partie à Miami, j'ai vu ce monsieur, je me suis dit, j'ai vu qu'elle, on ne voyait rien, enfin, c'était parfait. Et donc, j'y suis allée et je me souviendrai toujours d'une anecdote. Il m'a dit, alors c'était en anglais, sur une échelle de 1 à 10, vous voulez être tiré à quel chiffre? C'est formidable. Et vous avez répondu? Donc, j'ai dit, je ne sais pas, 2, 3, enfin, je ne veux pas juste un tout petit soupçon, et je ne veux pas. Hein. Donc, il a fait ça, ça s'est hyper bien passé. Et personne n'a vu, personne ne s'est rendu compte parce que c'était très, très léger. Vous voyez, ce n'était pas les liftings. Moi, j'ai vu des femmes qui se sont fait faire des liftings qui, littéralement, on ne les reconnaît plus. Et là, au bout de 2 jours, c'était terminé, je suis repartie, personne n'a vu, on m'a dit, oh tiens, t'as bonne nez. Bon. Donc, j'ai recommencé plusieurs fois. Et toujours à un moment où je sentais que c'était un peu au passage des décennies, mais toujours avec des médecins formidables qui m'ont toujours compris que ce que je voulais, c'était pas de rajeunir, mais que simplement j'avais besoin d'être un tout petit peu rafraîchie. Et je pense que depuis, j'en ai beaucoup. Alors, je vous coupe encore une fois, je crois que c'est au niveau de votre main gauche qu'on a des soucis quand vous frappez. Ah oui, pardon, excusez-moi. Mais c'est votre enthousiasme, on vous le pardonne. Toutes mes copines ont suivi le mouvement finalement. D'accord. C'était pas si compliqué que ça. Et ça s'est très bien passé pour tout le monde et c'était très léger, personne n'a rien vu. Donc, alors, ça la peine. On va passer donc au dernier chapitre, 60 ans, retraite, Ouais. retraite et projets, voyage, bénévolat, yoga, ça paraît furieusement joyeux. Mais je prends une autre petite citation, tirée de quelqu'un d'autre, vous parlez de Bernard Pivot qui parle d'apartheid de l'âge. Donc, c'est à la fois cet âge de tous les possibles, à nouveau, comme à 20 ans, de tous les possibles, et en même temps, vous utilisez l'expression de Bernard Pivot apartheid de l'âge. Donc, c'est un petit peu mitigé. L'apartheid de l'âge, je ne l'ai pas ressenti à 60 ans parce que j'ai changé de vie, j'ai quitté mon poste titularisé, j'ai pris une retraite anticipée, ce qui était rare parce que là-bas on reste proche jusqu'à ce qu'on ait 90 ans. Je suis venue m'installer à Paris, ce qui n'a pas été évident parce qu'après toute ma vie aux États-Unis, c'était pas évident du tout, même si je suis française de naissance. Et ce que je voulais faire, c'était voyager. Mais voyager vraiment, alors en faisant un peu plus attention quand j'avais 20 ans. Et j'ai vraiment été dans des endroits très, très loin. Je me suis cassé l'épaule en tombant d'une montagne en Patagonie. J'étais à Machu Picchu, enfin, des endroits, j'ai fait le Mekong, bon, bref, à l'île de Pâques, bon. Et ça m'a vraiment, ça pendant 10 ans, j'ai pas senti la vieillesse. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait 2 choses. J'ai continué à enseigner un cours par an à Sciences Po en anglais. Et donc, je suis restée en contact avec les jeunes. Et finalement, comme je le dis maintenant, et il y a des gens qui ne me le pardonnent pas, je me suis embarquée dans la campagne de Macron. Il ne faut plus le dire, c'est fini ça. Non, il ne faut plus le dire, mais non. Mais vous en parlez dans votre livre, il n'y a pas de souci. C'était pas, je ne regrette pas du tout. Et j'ai appris énormément. Et donc, tout ça, ça a duré jusqu'à 70 ans à peu près. Je ne me suis pas. Et l'apartheid de l'âge, c'est venu à partir de 70 ans. Mais il y a aussi une part, justement, pour reprendre la campagne d'Emmanuel Macron, cet apartheid de l'âge, vous le ressentez aussi là-bas.
parce que c'est une équipe foncièrement composée de jeunes gens très dynamiques, très à l'aise avec le numérique. Et là, vous êtes tous militants, vous êtes engagés derrière le même bonhomme, mais tout à coup, vous découvrez un fossé terrible. Bah, vous savez, j'étais habituée, j'ai fait des années, au moins 12 ans de gestion administrative. Donc, j'étais à la tête d'un grand département où j'avais un nombre incalculable de professeurs, d'assistants, de ceci, et j'avais 4 secrétaires. Donc, chaque fois que j'avais un problème, l'ordinateur, tout le monde se précipitait pour s'arrêter. Aujourd'hui, je le regrette un peu, si vous voulez. Donc, je me suis dit, j'ai une expérience, je sais gérer les gens, je sais comment organiser les choses, enfin, et je voyais en Macron, c'était mon côté un peu américain, je trouvais qu'il était un peu américanisé, et je pensais que la France avait vraiment besoin de ça. Et quand je me suis retrouvée la première réunion, j'ai vu que je pouvais être la mère, sinon la grand-mère de la plupart des gens avec qui j'avais travaillé, j'ai été très étonnée. Très étonnée. Je m'y attendais pas. Alors, je parlais de la femme paradoxale que vous êtes, et je vais reprendre une autre citation, mais en fait, vous parlez de Colette, et je me suis demandé si en fin de compte, vous ne parliez pas de vous. Alors, je dis, vous écrivez, page 99, elle était en quête constante d'un équilibre fragile entre désir de solitude et désir des autres, entre l'asservissement de la passion et la joie de l'autonomie. Vous parlez de Colette, mais est-ce que vous ne parlez pas de vous? Je crois que, en partie, cette espèce de paradoxe, vous avez absolument raison. Ou de balancier. Hein, voilà. Et avec Colette, là je reviens d'une conférence à Miami où j'ai fait une conférence sur Colette et les femmes de la rive gauche, les Américaines de la rive gauche. Et si vous voulez, il y a des moments où je comprenais exactement ce qu'elle faisait, et puis tout d'un coup, je lisais un passage où je me disais, je m'identifie complètement, et puis paf, elle passait à quelque chose, elle passait à un moment de déni, vous voyez. Et donc, j'ai trouvé très intéressant, alors que par exemple, je parle de Benoît de Groult, de Doris Lessing, et elles étaient beaucoup plus lucides, à mon avis. Et alors, je continue dans les paradoxes parce que, page 75, vous dites « Je ne suis pas nostalgique. Tout ce qui est sentimental m'indispose. J'ai toujours tenu à distance ce genre d'émotions qui sont à mes yeux une preuve de faiblesse. » Vous expliquez qu'à chaque déménagement, vous laissez tout derrière vous. Hein. Et pourtant, à un autre endroit du livre, vous ouvrez une boîte de photos qui vous a toujours suivi, que vous ne trouvez plus, que vous finissez par trouver, et qui fait surgir des émotions extrêmement intenses. Donc là, il va falloir m'expliquer. Ça fait partie de l'évolution, parce que c'est quand j'étais en train de basculer, c'est là que tout ça est revenu. J'aurais jamais regardé c'était il y a 1 an à peu près, j'aurais jamais pensé, je ne sais pas où elle était, je l'avais traînée peut-être, mais jamais j'aurais fait ça avant. Donc, si vous voulez, il est arrivé un moment où quand on repense plus à son passé, où on est seul, on est dans le noir, où on est malade, on est ceci, il y a des choses qui remontent. Et là, tout d'un coup, les quelques choses qui me restaient, je me suis dit, tiens, il faut que si ça se trouve, je ne les ai pas vraiment comprises. Et c'est pour ça que je me suis permise, j'avais écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelait Mémoire d'une fille indocile. Et là, j'étais encore dans la révolte contre mes parents, mon éducation. Et tout d'un coup, au moment où je me sentais vraiment vieillir, basculer, j'ai commencé à penser à tout ça d'une façon un peu plus tolérante. Un peu plus tolérante, vous dites, parce que vous dites quelque chose, je ne vous suis pas du tout quand vous dites « Oh, cette boîte de photos, elle était là, oh, bah, malgré moi, vous venez de dire. » Alors moi, pardon, mais je n'y crois pas du tout. Non, mais je veux dire que j'ai été traînée par mon moment de désespoir à la chercher. D'accord. Mais elles étaient là, vous les aviez. Là, elles étaient. Intéressant, c'est que j'ai jamais gardé de souvenirs. C'est aussi parce que j'ai beaucoup déménagé. Je n'allais pas traîner 10 000 livres. Quand je suis partie des États-Unis, j'avais 4 000 livres que j'étais obligée de donner, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai l'habitude de voyager léger. Mais quelque part, j'avais gardé ces photos
Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, il faudrait quand même que, avant d'écrire sur ma mère et mon père, il faudrait peut-être que je commence à re-regarder ces photos. Et c'est là que c'est venu. Est-ce qu'en fin de compte, ces émotions n'étaient-elles pas là depuis toujours, mais que vous vous interdisiez l'accès? Non, certainement, non, mais ça, c'est sûr que c'est remonté à un moment où j'ai vraiment craqué. Mais je me l'étais pas permis avant parce que je me suis toujours vue comme une femme forte, une femme indépendante, une femme libre, et j'avais besoin de me renforcer, j'avais besoin de lutter contre tout ce qui pouvait m'affaiblir, et j'avais été élevée avec une mère très déprimée, très dépendante, et je voulais vraiment pas devenir comme ça, donc j'ai tout fait pour pas devenir comme ça, et donc je me suis beaucoup durcie, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait, pardon, mais vous en parlez aussi dans le livre, pardon de l'évoquer aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que le moment d'émotion le plus intense, c'est une photo de votre nièce? Ouais, là, j'ai pas pu m'empêcher de. Non, c'est la fille de. C'est le. Enfin, j'ai beaucoup aimé être une tante. Là, ça va. Pas, du moment qu'ils sont pas trop petits, dès que ça commence à s'intéresser, je crois que je suis une tante sympa. Et ma nièce, c'était la fille de. Elle est toujours en vie. C'est la fille de mon frère, de mon jeune frère, qui avait, lui, vécu aussi les années 60, mais qui, lui, alors, avait été. Vous savez, il a fallu 3 ans de différence dans cette génération pour ceux qui ont survécu et ceux qui n'ont pas survécu. Il avait 3 ans de moins que moi, ils sont complètement drogués. Sa femme était complètement alcoolique. Enfin, ça a été un truc, vraiment, ça a été horrible. Et il est parti se réfugier chez ma mère et ils avaient une petite fille qui était évidemment complètement traumatisée parce qu'on tapait pour voir si c'était la police qui allait les arrêter. Enfin, c'était horrible. Puis les parents étaient constamment dans. Et je l'ai plus ou moins récupérée et j'étais avec elle comme si ça avait été ma fille. Et pour faire court, elle est arrivée à un moment où elle était au bout du chemin encore parce qu'une bêtise qu'avait fait son père. Et je lui ai dit, elle m'a dit, je veux devenir vétérinaire. Je lui ai dit, mais tu as 30 ans. Elle m'a dit, oui, mais aux États-Unis, on peut toujours se redéfinir. Eh ben, je lui ai dit, dans ce cas-là, tu n'as pas un sou, tu n'as pas de carte de crédit, tu viens chez moi et on va vivre ensemble. Tu n'auras pas à payer ni le loyer, pas de loyer, pas de. Et tu vas préparer tes études de vétérinaire. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça a été pour moi un moment extraordinaire. Elle est devenue vétérinaire, elle s'est bien débrouillée. Et puis un jour, elle a disparu de ma vie et je n'ai jamais compris pourquoi. Et je crois que ça m'a tellement. Là vraiment, ça a été très, très dur. Et je ne connais pas la fin de l'histoire. Je sais qu'elle va bien, qu'elle est une très bonne vétérinaire, très connue, mais je l'ai perdue et je ne sais pas pourquoi. Et là, Euh, c'est vraiment l'émotion qui joue. Absolument. Dernier paradoxe, c'est-à-dire que vous écrivez, il y a une chose de sûre, c'est que je ne laisserai pas de traces derrière moi. Et ben, si, vous écrivez des livres. Qu'y a-t-il de plus fort, puisque vous-même, vous avez travaillé toute votre vie sur les auteurs, donc on se souvient de Colette, on se souvient de Benoît de Groult, notamment vous parliez de son dernier livre autobiographique, de tous ces auteurs, et soudain vous dites, mais non, je ne laisserai pas de traces, alors que vous publiez des livres qui sont, en quelque sorte, dans nos sociétés, la trace ultime. Oui, mais vous savez, il y a des milliers de personnes qui écrivent des livres qui disparaissent tout de suite, dont on ne se souvient pas. Et je ne suis pas Colette, je ne suis pas Gould, je ne suis aucune de ces auteurs-là. Je ne pense pas qu'aucun de mes livres aura eu. Mes premiers livres, c'était des livres surtout universitaires, donc ça a été lu par 10 personnes. J'exagère, bien sûr, mais quand même. Et ensuite, ce n'est pas des livres qui vont changer grand-chose. Donc, si vous voulez, je ne voulais même pas les publier. Ce livre-là, il a fallu qu'on me convainc de même l'envoyer chez un éditeur, parce que je ne voulais pas du tout le faire. Donc, je suis quand même lucide sur la minusculité de ce que j'ai fait, et je ne pense pas que ça laissera de traces, et je le dis d'une façon très lucide.
Mais la publication d'un livre comme celui-là, comme celui-ci, est-ce que c'est quand même pas lié à la prise de conscience de la finitude? C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez commencé à penser à la mort. Oui, mais c'est-à-dire que je voulais vraiment pas du tout je l'ai écrit pour moi. Mais même si en l'écrivant juste pour vous, est-ce que c'est pas lié à la prise de conscience de cette mort qui devient réalité? C'est le vieillissement et ensuite, qu'est-ce que je vais devenir? Et ça va aller de mal en pire. Et les jeunes me regardent plus, j'ai plus aucun rôle dans la société alors que j'ai quand même eu un rôle important et je fais rien Enfin, c'était vraiment, je me sentais inutile, inaudible, invisible. Alors que ça n'a pas été mon cas depuis, ça n'avait pas été mon cas depuis 70 ans. Donc ça m'a fait un choc. Et je crois que c'est là où j'ai commencé à penser à tout le reste. Et petite anecdote, j'ai envoyé, c'était des gribouillis, enfin pas des gribouillages, des fragments. Une amie qui est écrivaine, quelques années plus que moi et qui vit au Chili. Et je lui ai dit, écoute, Michel, je suis en train d'écrire, j'ai pas pu venir te voir, je suis très très mal, mais je suis en train d'écrire des trucs et je pense que peut-être tu as une application. Et elle m'a tout de suite rappelé en disant, il faut que tu publies ça. Et j'ai dit, non, mais personne va s'intéresser aux tribulations etc. Et je lui ai dit, elle a tellement insisté, elle m'a dit, ça va aider parce qu'il y a beaucoup de femmes de notre âge qui traversent la même chose, mais qui ont des maris, des familles, des enfants, des petits-enfants, et qui n'osent pas avouer beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, écoute, je te promets une chose, s'il y a un seul éditeur à Paris qui accepte un manuscrit par email, parce que je ne vais pas m'emmerder à faire 50 copies, à l'envoyer à 50 éditeurs qui ne vont jamais me répondre, vont me dire que ce n'est pas pour eux, etc. Ça, vraiment, non. Si je trouve un éditeur sympa qui veut bien accepter le manuscrit, je risque rien. Et je me souviendrai toujours ce soir-là, je me suis dit, bon, bah, allez. Et j'ai cherché et j'ai trouvé Iconoclaste, dont j'avais entendu parler, qui disait on accepte les manuscrits par email, par pièce jointe. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et le lendemain, la directrice d'Iconoclaste m'a téléphoné. Sophie de Sivry, donc. Sophie de Sivry, qui est une femme Formidable. exceptionnelle. Et elle m'a dit, vous savez, ça nous intéresse beaucoup. Et elle m'a dit adorablement, est-ce que vous l'avez envoyé à beaucoup d'autres personnes? Alors je lui ai dit la vérité, je lui ai dit non, franchement, je ne voulais même pas l'envoyer à vous. Et elle m'a dit, écoutez, je vois mes collaboratrices, mais ça nous intéresse beaucoup, est-ce que je peux vous téléphoner dans 3 jours pour vous dire? Et elle m'a rappelé dans 3 jours plus tard, et elle m'a dit, venez au bureau. C'est là que la rencontre de Charlotte Trottmann donc, et de Sylvie. Et elle m'a dit, ben voilà, on vous fait un contrat. C'était mais vraiment une surprise inattendue. Et depuis, j'ai découvert des femmes merveilleuses. Ah, c'est une belle équipe. Oh, et qui publie peu, et des textes de qualité. Donc, ils sont, mais puis alors, il y a vraiment moi, je me suis toujours bien entendue avec des équipes de femmes. Je trouve qu'on travaille mieux entre femmes. Et là, ce sont des femmes qui sont à la fois non seulement elles sont féministes, mais même plus que moi. Et ce qui n'est pas peu dire. parfois, dans le texte, quand on a revu le texte vers la fin, j'avais des passages comme par exemple, à un moment, je mettais les hommes aiment bien les femmes qui sont alléchantes ou un truc comme ça. Elle me dit, ah non, il ne faut surtout pas dire ça, c'est très sexy. Enfin, plusieurs fois, elles m'ont retoqué en disant, ça ne se dit plus du tout comme ça. Et c'est une réaction. Et moi, vraiment, je me suis dit, mon Dieu, elles sont encore, il va falloir que je fasse très attention parce qu'elles sont plus féministes que moi et elles sont adorables, de gentillesse, de chaleur, de collaboration. Vraiment, j'ai eu une chance. Et d'exigence. Très exigeante. Et on a eu beaucoup de baptêmes, parce que moi j'écrivais plutôt comme universitaire, donc elle voulait que j'allège un peu, que je reste. Mais ça s'est bien passé. Alors pour finir notre entretien sur une note
peut-être plus grave, parce qu'on voit que vous êtes toujours enthousiaste, dynamique. Est-ce que puisque vous êtes mise à penser à la mort, est-ce que vous avez peur de la mort? Non, j'ai peur de la souffrance et de la maladie. Donc, il faut passer à... Et quand le Covid est venu, c'était très intéressant parce que d'abord, j'étais folle de rage qu'on veuille mettre les gens de mon âge dans la catégorie. Je viens d'écrire un truc d'ailleurs sur la catégorie vulnérable et Voilà. fragile. La façon dont on a changé, les seniors, le troisième âge, les aînés, 60 ans, 65 ans. Donc j'étais vraiment pas contente. Et puis je me suis dit, donc là, je me suis dit, vous voyez, encore une fois, et d'ailleurs, j'ai trouvé comment il s'appelle Welbeck, qui a écrit Les autorités se sont exprimées avec tranquille impudeur sur le fait que la vie de tous n'a pas la même valeur. C'est un peu comme si on était déjà mort. Et c'était un peu ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, bon, si j'attrape le Covid, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je prends ma boîte de petites pilules parce que je ne veux pas me retrouver dans un hôpital intubé, faisant partie des gens qui prennent la vie des plus jeunes, etc. Je serais malade, il faudra des semaines pour me remettre. Ça ne vaut pas la peine. Donc, j'étais prête, mais je ne voulais pas passer par la maladie. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cet entretien, Isabelle de Courtivron. On aura compris vous êtes tellement, vraiment, j'adore, c'était formidable. Je rappelle le titre de votre livre, qui a une tonalité plus grave que cet entretien, hein. Vous êtes à l'écrit un peu plus grave qu'à l'oral. C'est-à-dire que j'ai trouvé très amusant les gens qui ont parlé d'humour, parce que c'est la dépression, c'est le suicide. Enfin, c'est pas quelque chose de léger, mais j'ai quand même essayé de garder un certain humour. L'été où je suis devenue vieille. Le titre est amusant, et drôle, provoquant et intrigant, aux éditions de l'Iconoclaste. Je voulais vous remercier que vous serez également l'invité du Festival du livre de Colmar. C'est dans quelques mois, mais on aura donc la joie de vous avoir en vrai à Colmar les 28 et 29 novembre prochains, et je m'en réjouis. Je me réjouis beaucoup parce que tout a été annulé et vous aviez l'intelligence d'avoir programmé ça pour novembre. L'intelligence, un peu le hasard, mais le hasard en l'occurrence fait bien les Merci choses. vraiment et j'espère Merci. que je n'ai pas trop monopolisé. Donc, tout va bien. Merci beaucoup Isabelle de Courtivron, à bientôt.